Mirador, parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador, ici, la parole est directe. Bravo, Dr Makale. Bonjour. Tout le plaisir de vous recevoir. Merci. Et vous êtes dans un studio en orange, ce sont les couleurs du pacte. Absolument. Ça vous fait quoi? Ça me fait plaisir. Ça vous fait plaisir. Ça me fait grand plaisir. Tout le plaisir de vous recevoir encore une fois. Première question, forcément avec vous, Akoumba Diallo. Madame Makale, un camarade peut cacher un diallo à côté. Alors, parlons de la récupération des biens. On sait que vous étiez avec... peut-être en entrée, Akoumba, si tu permets. Oui. Parce qu'il y a des questions subsidiaires avant d'entrer dans le vif du sujet. Oui, si Akoumba, si tu permets très bien, je voudrais demander à la présidente du pacte. Tu es jaloux que je lui parle le premier? Non, du tout. Ça fait très longtemps qu'il ne s'est pas exprimé du tout. Depuis la présidentielle, rarement on l'a entendu. C'est important, Mohamed. Allez-y. Dr Makale Traoré, pourquoi ce long silence depuis quelques moments? Ouais. Parce que j'ai qualifié ça pratiquement de diète médiatique que vous vous êtes imposée. Écoutez, merci quoi beaucoup. Les raisons? C'est avec un grand plaisir que je suis là. Je voudrais d'abord commencer par vous féliciter. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Bonne année. Ouais, merci vraiment. vraiment. Pas vu depuis le début de l'année. Ouais. Vous féliciter pour ces beaux locaux. C'est la première fois que je viens là. J'ai visité et vous êtes bien installés. Vous faites du bon travail. Bravo. Merci. Merci bien, madame. Merci. Et nous sommes également au mois de mars. Mois de mars, le 2 mars, je voudrais faire un clin d'œil aux femmes et leur dire que c'est le mois pour faire le bilan sur les droits, les acquis, les engagements et vraiment au-delà des réjouissances, c'est surtout faire le bilan sur l'autonomisation des femmes, les violences basées sur le genre et aussi l'accès des femmes aux postes de prise de décision. Partout où une femme est, que ce soit dans un marché, que ce soit dans une entreprise, qu'elle fasse tout pour participer à la prise de décision. Et je voudrais deux raisons à mon silence. Vous savez, la politique est un domaine qui est extrêmement sensible. Et j'ai été aux élections présidentielles et quand même avec près de 300 000 voix, même si on m'a donné les 10% de ce que j'ai gagné, ça fait un monde important qui vous écoute et parfois qui applique directement ce que vous dites. Tout à fait. C'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention. Le débat est devenu très difficile chez nous. Le débat n'est plus permis. Je pense au lynchage de Gassama, de Thierno Monet Nembo, qui fait que les intellectuels dans ce pays sont devenus silencieux et c'est extrêmement dangereux. Il faut accepter qu'un intellectuel s'indigne. Parce que pour moi, un intellectuel, ce n'est pas seulement l'instruction. C'est tout un ensemble d'éléments qui sacralisent la vie de l'être humain. Et lorsque ceci est menacé d'une manière ou d'une autre, il faut qu'on puisse s'exprimer. Et évidemment, ceci part de notre parcours, notre histoire, notre identité. Ce pays a été toujours violent envers ceux qui sont instruits, ceux qui ont une pensée différente, ceux qui ne sont pas dans le conformisme. Et ce pays a quand même, entre guillemets, décimé beaucoup d'esprit. Et aujourd'hui, nous vivons les conséquences de ça. Le débat devient extrêmement difficile. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que nous sommes en train, petit à petit, peut-être inconsciemment, en train de fouler au pied des valeurs importantes dans une société. Laquelle? Par exemple, quand vous prenez les personnes âgées, je veux dire, personnes âgées ne convient pas, les aînés, nos devanciers. Vous savez, il y a un esprit en Guinée qui veut qu'on soit égaux. Je n'y crois pas. Je pense que quelqu'un qui a l'âge de votre père n'est pas votre égal. Quelqu'un qui a l'âge de votre maman n'est pas votre égal. Un président de la République n'est pas mon égal. Quelqu'un qui a servi à un certain niveau dans ce pays doit être respecté. Ça, c'est des valeurs. Vous prenez notre pays, ici, les imams ne sont pas épargnés.
les personnes qui ont rendu de grands services à ce pays ne sont pas épargnées. Ouais. Les riches ne sont pas épargnés. Or, quand vous n'épargnez pas tout ceci, il vous manque de repères. Ouais. Il vous manque de grands repères. Donc ce pays, je pense, au-delà de la refondation de l'État, a besoin de refonder vraiment la société. Donc ça fait que dès que... Voilà, c'est-à-dire, écoutez, l'amitié est sacrifiée. Moi, je connais des gens qui étaient amis depuis 40 ans qui ne se parlent plus. Ouais. Parce que simplement, l'un a intérêt avec un tel et puis il abandonne. Les familles sont divisées. Ouais. Il nous reste quoi? Donc ça nous amène à un questionnement qui est profond. Et qui ça vous amène aussi ça vous conduit au silence, à un repli sur soi. Un repli sur soi. Ouais. Et se demander qu'est-ce qu'on va léguer à nos enfants et à nos petits-enfants. Ouais. Donc ce sont ces deux raisons-là qui font que vraiment j'ai préféré prendre du recul et hein. J'ajouterai deux autres petits éléments, c'est l'ethnostratégie. Vous savez que je l'ai toujours dénoncé dans ce pays, ça fait des années, j'alerte. L'ethnie, l'instrumentalisation de l'ethnie, parce que l'ethnie est une bonne chose. Ouais. Mais son instrumentalisation a atteint un degré. Vous savez, j'ai été en Chine, la dernière fois que j'ai été en Chine, je suis tombée sur un cas de décès. La personne appartenant à une communauté, l'autre communauté n'a pas cotisé. Je ne citerai pas les communautés, ouais. Mais l'autre n'a pas cotisé pour le rapatriement du corps d'un Guinéen. Vous voyez jusqu'où on va, ouais, et je finirai par le manque d'empathie. Le Guinée est devenu méchant. Vous savez, on a une culture forte. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'on a une culture violente, mais j'ai beaucoup réfléchi à nos pratiques. J'aime souvent citer le Dundumba. Ouais. C'est une très belle danse, mais elle est très violente. Nous avons une culture forte, une culture souvent violente. Aujourd'hui, avant c'était encadré. Aujourd'hui, rien n'est encadré. Les vieux ne sont pas épargnés, les femmes sont violentes. Et si vous savez les violences que subissent les femmes dans ce pays, vous ne pouvez pas imaginer. Ouais. Les enfants, les bébés, les nourrissons, il nous reste quoi comme valeur? Vous savez, quand on arrive là, il est très important que le Guinéen cesse de se réjouir devant le malheur d'un Guinéen. Donc, et ça, c'est devenu culturel chez nous. Dommage. On est content de voir l'autre souffrir, ouais. On est content de voir l'autre humilié, ouais, on est content de voir l'autre dépossédé. Ouais. Et ça, c'est pas un bon héritage pour un pays. Dommage. C'était donc l'entrée en matière. C'était mon échauffe. Ouais, voilà, c'était votre tour de chauffe. Allez, on peut se poser la question de savoir quel épître. Bien, voilà qui est bien dit. On marque la pause. Voilà, j'espère qu'on vous a servi cette mise en bouche et que cela vous a plu. On revient pour entrer dans le vif du sujet, pour parler des sujets chauds donc qui font l'actualité. On revient dans quelques minutes. Mohamed, donc on poursuit cette interview avec vous, Mohamed Kaba. Alors, Dr Makale Traoré, l'actualité reste évidemment dominée par la récupération des domaines de l'État. Et on se rappelle dans un passé récent que vous avez été reçu par une commission au Camp Samori Touré. Beaucoup de versions ont été dites. Les passeports des leaders seront récupérés, seront confisqués, ils seront en tête de séjour. Les sièges des partis politiques seront fermés. Que s'est-il passé ce jour-là? Exactement. Et on nous apprend d'ailleurs que vous avez de façon courageuse fait changer la donne. Bon, oui, c'était une réunion importante. J'ai tenu quand même au camp, docteur. Oui, j'ai été appelé en me disant qu'on avait besoin de moi à l'état-major général des armées. Alors évidemment, à l'entame de mon intervention, j'ai dit au colonel, au pluriel. Au pluriel. Je dis, pardon, désormais, quand vous appelez les gens au camp, dites-leur pourquoi vous les appelez, sinon l'eau va monter. L'eau va monter, bien sûr. Bon, j'ai été un petit peu échaudée à l'entame par un mot que le chef d'état-major général a prononcé. La première phrase, parce que moi, j'ai tout noté. Moi, à une réunion, je suis une petite élève qui écrit tout.
Il dit, on vous a fait venir pour mettre les points sur les i. Ouh là là. Alors, vous savez, on vous convie à une rencontre. Vous venez et vous attendez à certaines amabilités. La première phrase a été ceci. Donc, vraiment, je me suis dit, c'est sérieux. Ouais. Je ne rentrerai pas dans les détails de ce qui a été dit, mais je vais dire ce que moi, j'ai dit. Allez-y. 4 points. Ouais. Premièrement, sur le dialogue. J'ai dit ceci. Je dis de ma petite expérience de plus de 15 ans sur la préservation de la paix et l'appel au dialogue, j'ai dit lorsque le dialogue s'arrête, le conflit commence même quand il n'est pas ouvert. Vous pouvez dire que tout est calme, mais quand vous ne vous parlez plus, il faut savoir que déjà le conflit a commencé. J'ai dit donc, faites attention. Ce cadre permanent de dialogue est réclamé depuis maintenant 5 mois. Il faut le mettre en place avec la classe politique. Deuxième point, c'était par rapport au décret. J'ai dit qu'il ne faut pas ouvrir la boîte de Pandore qui consiste à annuler les décrets signés par les précédents présidents. Parce que ce serait un précédent très fâcheux. Dangereux. Parce que l'esprit humain est fertile pour inventer. Et surtout parce que je dis, personne n'est éternel. Vous-même au pouvoir, un jour, vous ne serez pas là. Et en matière d'exercice du pouvoir, il faut savoir qu'entre le sublime et le ridicule, il n'y a qu'un pas. Il n'y a qu'un pas. Ouais. Ça, c'est ce que je leur ai dit à propos des décrets. Ouais. Ne faites pas selon les personnes, faites selon les principes. Un président qui a signé un décret, si vous commencez à annuler cela, c'est très dangereux pour l'avenir de notre pays. Le troisième point, c'était sur les déguerpissements. Je dis, la façon dont c'est en train de se faire, permettez que je vous dise que si les Guinéens vous ont applaudi, Ouais. tous, vous ont porté dans leur cœur, presque tous, Ouais. aujourd'hui, ils commencent à se poser des questions. Ouais. Je dis, c'est vrai que tout le monde parle des 2 leaders. Moi, les 2 leaders ne sont pas mon problème parce qu'ils ont où aller. Ouais. Je dis, mais aujourd'hui, vous êtes en train de mettre des milliers de Guinéens à la porte. Ouais. En Guinée, pour trouver un logement, c'est extrêmement difficile, même quand vous avez de l'argent. Ouais. Et quand vous en trouvez, on vous demande 1 an à 1 an et demi à payer. La chaîne de dépenses est fermée. Les gens n'ont pas d'argent. Le marché est devenu impossible pour les gens. Ouais. Vous avez des veuves qui ont des enfants qui se retrouvent dans la rue. Vous êtes en train de faire du mal à des milliers de Guinéens. Ouais. De par la façon dont cela se fait. Donc faites attention, puisque vous dites que vous travaillez pour la Guinée, vous travaillez pour les Guinéens. Sachez qu'aujourd'hui, les Guinéens commencent à se poser des questions et les Guinéens commencent à avoir peur de votre pouvoir. Ouais. J'ai fini par la justice. J'ai dit, je suis juriste. Donc, j'ai cette déformation. La qualification des actes et des faits appartient au juge. Et au juge seul. Vous ne pouvez pas qualifier. Nous ne pouvons pas qualifier, quelles que soient nos compétences. Laissons au juge la qualification des faits et des actes. Et agissez après le juge. Parce que la loi, elle est générale, Ouais. elle est impersonnelle, Impersonnelle, ouais. elle est obligatoire, mais il faut que ce soit la loi. Et je dis, j'ai fini en disant que il faut aussi qu'ils s'informent un peu plus sur ce qui se passe à la base. Ils sont un peu loin des populations. Ils sont un peu loin. Je dis Un aujourd'hui, déphasage avec le en peuple. déphasage. Il y a même un désamour aujourd'hui. Ouais. Et je dis, ouvrez vos téléphones, écoutez ce qu'on vous dit. Vous savez, Ouais. on a l'expérience de ça. On a géré la première transition, la transition avec Dadis. Je me souviens
que pendant 1 mois, nous avons démarché tous les hauts responsables de ce pays pour qu'il y ait un couloir de dialogue avec les politiques. On ne nous a pas, le CNDD. Je me souviens, le jour où il devait aller à l'Abbé, on s'est retrouvé dans le bureau du ministre de la Justice. Hadja, j'étais porte-parole, j'étais la plus jeune du groupe. C'est moi qui portais la parole quand on allait les rencontrer. Et on était avec Hadja Paix à son âme, Hadja Tigidan Kegarabi, le ministre de la Justice, un militaire, je ne le citerai pas. Il était... on a été annoncé sur rendez-vous. Il est sorti sans nous recevoir. Hadja l'a attrapé et dit: asseyez-vous, on va vous dire ce que nous sommes venus vous dire. Nous voulons rencontrer le président Dadis, mais il y avait les barrières. On n'a pas pu rencontrer Dadis et puis le 28 septembre est arrivé. Et quand on a rencontré Dadis après, nous avons exigé que la porte soit fermée pour qu'on puisse lui parler. On lui a parlé pendant 3 heures. À huis clos. Nous avons vu que l'homme était mal conseillé. Et je le crains aujourd'hui pour notre Doumbouchou. Notre Doumbouchou. Bien sûr. Vous savez, quand il est venu, les femmes l'ont surnommé Doumbouchou. Tout à fait, Leur chouchou en quelque sorte. Voilà, leur chouchou. Vous pensez aujourd'hui qu'il est mal entouré parce que le FNDC parle de partie toxique de son entourage et il semble de plus en plus éloigné de son peuple. Vous savez, il est dans une tour d'ivoire. Dans une sorte de tour d'ivoire. Je n'irai pas jusque-là. Je vais juste demander au colonel Doumbouya, chaque matin, avant de commencer sa journée, d'écouter sa déclaration du 5 septembre. Vous savez, l'introspection est importante pour chacun. Très importante, Ce que vous avez dit avant, ce que vous voulez faire après, peut vous aider à mieux préparer aujourd'hui. Et il est très important de s'écouter dans le passé. Ça vous permet de revenir sur vous-même. Je pense que chaque matin, ça doit être un peu sa boussole à lui. Qu'il écoute ce qu'il nous a dit le 5 septembre. Lui-même, il fera la part des choses. Mais il faut faire attention. Tout finit par finir. Alors, Docteur Makale Traoré, le président du pacte, notre invité. Voilà des bonnes choses qui arrivent. L'un des grands fils de ce pays pour qui tout a fini par finir, c'est le président Alpha Condé. Oui. On veut savoir de vous quel enseignement vous tirez du sort qui est celui d'Alpha Condé. Alpha Condé à partir du 5 septembre. Après 40 ans de lutte dans l'opposition, 11 ans aux affaires, aujourd'hui il est sous soin à Abu Dhabi. Et vous avez certainement regardé ces images de sa sortie, le visage, la paume sur le visage, marchant à peine sur les béquilles, et pratiquement, pas sur les béquilles, mais boitant. En dandinant. Ouais, en dandinant. Ça m'a donné les larmes aux yeux. Vous savez, qu'on veuille ou pas, nos destins ont été liés. J'ai dirigé sa campagne. Il a gagné. Je l'ai toujours assumé. Et jamais je ne suis allé dans l'opposition, bien que on s'est séparés depuis le 11 janvier. Je lui ai dit, je tourne la page. 11 janvier 2011. Je lui ai dit, en face, moi je tourne la page Alpha Condé. Donc on s'est séparés depuis janvier 2011. Mais j'ai pensé que j'avais un rôle à jouer, que j'avais une légitimité de rappel. Et pendant les 11 ans, je crois que tous les Guinéens sont témoins de ce que j'ai dénoncé, ce que j'ai conseillé et de ce que j'ai souhaité que ce monsieur sortât par la grande porte. J'ai dit, il ne faut pas toucher à cette constitution. Je me souviens, le premier mémorandum que nous avons adressé au professeur Alpha Condé, c'était le 18 avril 2012, pour lui demander d'organiser les élections et surtout d'ouvrir le dialogue avec
les élections législatives et d'ouvrir le dialogue avec la classe politique. Ouais, nous avons fait la marche blanche des femmes. Moi, j'ai été rencontrer le président Hollande, qui est son ami, pour qu'il lui dise d'accepter d'organiser ces élections pour lesquelles les Guinéens ont commencé à mourir. Ouais. J'ai dénoncé aujourd'hui, moi je ne tire pas sur une ambulance. Non. J'ai dit tout ce que j'avais à dire à propos de la gouvernance du professeur Alpha Condé quand il était au pouvoir. Je pense que ce serait aujourd'hui lâche quand je vois certains aujourd'hui casser du sucre sur son dos. C'est pas digne. Ouais. Aujourd'hui, je souhaite qu'il soit bien soigné, qu'il revienne dans son pays, naturellement qu'il rende compte. Mais la façon dont il est sorti, franchement, ça m'a donné les larmes aux yeux parce que on sentait que ça allait arriver. Ouais. Malheureusement, tous ceux qui ont soutenu cette modification de la Constitution et le 3e mandat ont fait très mal à la Guinée, ont fait très mal au professeur Alpha Condé. Peut-être une question, madame. Tout à l'heure, vous parliez de la difficulté qu'Alpha Condé avait en 2012 à ouvrir un couloir du dialogue. Et aujourd'hui, c'est le même constat. De votre point de vue, qu'est-ce qui fait que c'est aussi compliqué d'ouvrir un couloir de dialogue? C'est le calcul. Elle a fait le constat aussi par rapport à Dadis. C'est le calcul. Nos chefs... C'est le calcul. Dès que vous mettez du calcul dans ce que vous faites, vous vous trompez. C'est-à-dire, si votre objectif est différent de celui que vous affirmez, non mais sinon, franchement, dialoguer... Vous sous-entendez agenda caché? Moi, c'est possible. C'est possible. C'est possible, je n'en ai aucune preuve. Mais je dis, quand on a pris le pouvoir le 5 septembre, je veux dire, moi, vous savez, Premier ministre, tout de suite, j'aurais instauré un déjeuner mensuel avec les leaders, l'ensemble des leaders. Ouais. Peut-être à tour de rôle. Mais il faut parler avec les gens. Et parce que ce rôle revient au Premier ministre. Absolument. Ouais, le rôle de promoteur du dialogue politique, du dialogue social. Voilà. Mais rester dans ces 4 murs. Mais attendez, la transition... Au-delà des débats qui sont passionnés, la transition est d'abord politique. Ouais. Il faut qu'on arrive à instaurer l'ordre constitutionnel. C'est l'aboutissement. Plus tôt on le prépare, mieux on le réussit. Bien. Plus tard on le prépare, moins on le réussit. On le réussit. Vous avez parlé du Premier ministre avant de passer la parole aux autres. Votre nom avait circulé au moment de la formation, de la nomination d'un Premier ministre. Finalement, Mohamed Biavogui a été préféré à vous, à d'autres dont le nom circulait également. Comment avez-vous vécu cela? Pour autant, en amont, les femmes de Guinée, dans une sorte d'union sacrée, avaient quand même plaidé pour la nomination d'une femme au poste de Premier ministre pour une première fois. Vous savez ce que je réponds à ça? Le colonel a raté une belle chance de réussir sa transition. Il a raté le coche. Vraiment, il a raté le coche. Bien, très belle réponse. Est-ce que ça vous reste à travers la gorge? Ça veut dire que je dois pas parler là? Non, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas une histoire personnelle. Non. Vous savez, moi, et je l'ai dit, j'étais prête à mettre de côté ma carrière politique pour servir la transition et aider ce pays à gagner sur son avenir. Ça, c'était clair dans ma tête parce que mon engagement n'est pas un engagement personnel. Mon engagement est un engagement pour servir mon pays. Je l'aurais fait parce que je sais qu'en assumant de telles fonctions pendant la transition, je ne pouvais plus être candidate. Mais il était mieux de réussir une transition que de préparer une candidature qui aurait été une mauvaise candidature. Bien dit. Akumba? Madame Makale, votre épître dédicatoire aux Guinéens ce matin est assez... Non, parce que vous avez abordé les problèmes moraux, les problèmes philosophiques, des familles qui se déchirent pour absolument rien. Et on sait pratiquement que les psychologues sont d'accord que celui qui est toujours radical n'est pas dans le sérieux, il n'est pas consistant. Ma question, peut-être, puisque vous êtes juriste, je vais bien vous provoquer. Ma question, c'est sur la récupération des biens. Personne parmi nous
n'aimerait voir les biens appartenant à la société guinéenne appartenir uniquement à un individu ou à une famille. Nous aimerions bien jouir de ce bien-là. Mais la méthode de les récupérer, vous en tant que juriste, puisqu'il faut laisser force à la loi, est-ce que ces méthodes-là ne pourraient pas effrayer les investisseurs? C'est le premier aspect de ma question. Si les investisseurs sont effrayés, donc une crainte doublée par le fait qu'on soit dans un régime d'exception, est-ce que cela ne va pas impacter le panier de la ménagère parce que sans investissement, le pouvoir d'achat n'est pas très assuré? Quel pourrait être le modèle de récupération des biens de l'État que vous pourrez conseiller en tant que juriste, pas en tant que politique, mais en tant que juriste? Et je termine par là pour dire que toujours vos propos à l'entame nous ramènent un peu vers la culture chamane. Vous appelez les Guinéens à avoir la bonne parole, certainement, je vous interprète, avoir la bonne parole, faire toujours leur mieux pour la cohésion nationale, ne pas faire des suppositions parce que ça déchire le tissu social. Vous les appelez, bref, au dialogue. Le dialogue étant maître de l'avenir, quel type de dialogue, quel schéma pour le dialogue guinéen auriez-vous à proposer? Bien dit. Akoumba, ça fait beaucoup de questions. D'abord, les investisseurs. Et vous avez la qualité de tout noter. De tout noter. J'écris tout. Franchement, on s'en rend compte là, franchement. Moi, j'en suis charmé. Bon, alors, d'abord, les investisseurs. Vous savez que je suis dans le secteur privé depuis 26 ans. Je n'ai jamais été fonctionnaire. En Guinée, jusqu'à maintenant, on n'a pas compris ce que c'est que le secteur privé. La fonction publique, c'est 115, 120 000 fonctionnaires. Et encore. Et la fonction publique ne peut pas absorber ces milliers de jeunes qui sont déversés sur le marché de l'emploi. Chaque année, c'est le secteur privé qui peut employer. Mais ce secteur privé, vous savez, c'est en Guinée où le fonctionnaire confond chiffre d'affaires et bénéfices. Dès que vous commencez à investir, on commence à vous demander de l'argent. À chaque bureau, on vous demande de l'argent. Et quand vous avez un marché d'1 milliard, on pense que vous avez un bénéfice d'1 milliard. C'est un vrai problème de société chez nous. Les gens n'ont pas compris que c'est l'investisseur qui peut créer les emplois. Donc si en plus, vous leur enlevez l'outil de leur travail, mais vous les faites fuir à combat. C'est évident. Un investisseur qui vient faire un immeuble, trouvez la solution si la méthode d'acquisition n'est pas bonne, mais ne chassez pas l'investisseur. Ça, c'est par rapport aux investisseurs. C'est le cas du programme de la cité à Doha avec les Marocains, la résidence 2000, la zone du petit bateau. La zone du petit bateau avec... J'ai été très heureuse après la rencontre du camp que le président ait intimé ses ministres en conseil de faire au cas par cas. Le PV a été pris, je crois que ce PV lui a été transmis et qu'il en a tenu compte. Ça veut dire qu'il y a une oreille qui peut écouter. C'est très important qu'il écoute. J'abonde sur le panier de la ménagère. Aujourd'hui, les Guinéens vivent des moments difficiles. La bonne gestion n'est pas la non-dépense. La bonne gestion, c'est la bonne dépense. C'est pas parce que vous dépensez des milliards que vous dépensez mal. Vous pouvez dépenser des millions et dépenser mal. Il faut savoir que c'est l'argent qui est l'huile qui est le lubrifiant de la chaîne de dépenses. Fermez tout. C'est pas normal depuis 6 mois. Tout le monde en souffre. Si je dois payer mes travailleurs, mais madame, il faut bien qu'on me paye. Depuis 1 an et demi. Voilà, depuis déjà, tout faire. Et là, moi je lui demande instamment, vraiment, de libérer les comptes. Il y a tout à fait possibilité de bloquer ce qui doit être bloqué, mais il faut libérer l'économie. Aujourd'hui, un gombo coûte 2000 francs guinéens. Un piment, 1000 francs. Une tomate, c'est 3000 francs. Il vous en faut 5 pour une petite sauce. Les femmes souffrent. Les Guinéens, la pauvreté, vous savez, on est pauvre à près de 70%. Le gars, il sort le matin, il cherche son quotidien.
pour manger. Et d'ailleurs, je vais vous interpeller parce que vous parlez toujours de politique. Pardon, parlez de la souffrance des Guinéens. Tout à fait. Au quotidien. C'est noté. Le logement. Je veux dire, on souffre en Guinée. Même quand vous avez de l'argent, vous souffrez. À plus forte raison quand vous n'en avez pas. Donc, le panier de la ménagère aujourd'hui est percé encore. Modèle de récupération des biens. La façon dont ça se fait n'est pas normale. Vous savez, moi, j'ai l'habitude de parler en conscience. Ce n'est pas normal. Si il y a des reproches sur la procédure, que la justice regarde ça. D'ailleurs, il y a il y a une telle cacophonie dans la manière dont ça se fait. Le patrimoine bâti écrit. Ensuite, c'est le CNRD qui nous reçoit. Je pense qu'il devait recevoir Sidia et Selou. Et puis que nous autres, on était là un peu pour broder, pour accompagner. Pour le décor. Et puis après, c'est le conseil qui dit il y a un problème de procédure. Vraiment, juridiquement, c'est pas normal. Et il faut faire au cas par cas. Si les gens sont en location et que le patrimoine bâti a traîné pour mettre fin à ces locations, les gens ont droit à un préavis. Un préavis, vous ne pouvez pas dire à quelqu'un de sortir de la maison du jour au lendemain. Et puis c'est des Guinéens. Moi j'ai condamné quand on a sorti Damaro en 24 heures. J'ai condamné quand on est venu casser Kapororaï. D'ailleurs dimanche dernier ils m'ont fait un satisfecit de reconnaissance parce que ils ont fait le. Mais c'est pas possible. On est venu un matin avec des bulldozers entrer dans les bâtis des gens. Mais mettre les gens à la belle étoile. On a dû mettre des enfants dans les écoles. Tout ça. Si on n'arrête pas ces méchants, et vous trouverez des Guinéens pour applaudir qui ça. Et moi, sur le cas Selou et Sidia, quelle aurait été la bonne procédure? Oui, mais ce que je suis en train de dire, si par exemple, les gens sont en location, vous regardez, vous voulez qu'ils sortent, vous leur donnez un préavis. Ça aurait donné provoqué moins de spectacles. On n'a plus besoin de spectacles en Guinée. Si la personne dit qu'il a acheté, regardez la procédure qui a permis cet achat. Si c'est pas normal, on annule. C'est un acte. Mais de cette façon-là, que l'acte d'expulsion précède la décision de justice n'est pas joli. C'est pas joli pour notre pays. Ensuite, vous avez dit qu'est-ce que je pense des deux. Ne me ramenez pas aux deux, mais si vous permettez, je dis deux choses. Ça m'a inspiré 2 idées. La haine. Je pense que j'ai vu là-dedans la haine. Et puis la deuxième chose, c'est l'image de notre pays. Vous savez, les gens oublient quand ils agissent qu'on est observé. On est regardé. Les gens nous regardent. Nous qui sommes écumons le monde, c'est vrai, il y a des endroits quand vous arrivez. Je vais vous dire, le jour où en 2013, le jour où j'ai rencontré Hollande, on ne se connaissait pas. Quand on m'a annoncé, dit c'est la Guinée, il y a des problèmes en ce moment chez vous. Parce que déjà, les gens commençaient à mourir pour l'organisation des législatives. Je dis justement, Monsieur le Président, je viens vous voir pour ça. Pour dire à votre ami, vraiment, d'organiser les législatives pour apaiser le pays. Donc voilà l'image de la Guinée. Dès qu'on dit la Guinée, tout le spectacle qu'on a offert pendant des années au monde, les gens retiennent ça. Il faut qu'on arrête. Nous ne sommes que 13 millions de Guinéens. On est incapables de nous entendre. Avec une instrumentalisation. Voilà, sur l'essentiel. Regardez ce qui s'est passé à propos de ce porte-parole-là. Moi, je dis aux gens, je ne suis pas suffisamment intelligente pour comprendre ça. On vous dit, et c'est moi qui ai noté, on était d'accord qu'il fallait un porte-parole et son suppléant. C'était une belle organisation. Pour une fois, le CPP, c'était vraiment pratiquement toute la crème de la classe politique. Mais ça, c'est important. Alors, il fallait que les leaders se réunissent pour choisir les porte-paroles. Dès qu'on dit c'est loup, on dit non. On dit bon, 3 mois,
On dit non. On dit tournant, on dit non. Vous savez, ça s'est passé en janvier. Ça serait déjà fini là. Ouais. Mais si on n'est pas capable de mesurer que cette coalition était plus importante que faire le focus mordicus sur cette affaire de porte-parole-là, vous savez, ça fait mal pour notre pays. Ouais. Et moi, j'en appelle vraiment aux uns et aux autres. Je dis, personne n'est plus guinéen que l'autre. Là-dessus, on est d'accord. Donc, vraiment, qu'on soit raisonnable et qu'on sorte des petits calculs. Est-ce possible que la classe politique se... Je finis par le dialogue de Akumba. Bien. Même dans un ménage, si vous ne dialoguez pas, comme on dit en Soussou, Khargem Soma. Même dans un ménage, Khargem Soma. Ça veut dire que si on ne s'entend pas, la Guinée n'évoluera pas. Et pour s'entendre, il faut se parler. Les Guinéens ne se parlent pas, hein. Et ça depuis très longtemps. Nous n'avons pas la culture du dialogue. Chaque Guinéen a raison. 1000 Guinéens, 1000 idées. Et le Guinéen ne vous permet de penser que quand vous vous conformez. Non. Il faut nous laisser une petite place d'indignation quand ça ne va pas. Ouais. Le colonel affirme que c'est lui qui allait à la mort, docteur. Oui, c'est louable. Mais il faut qu'il se souvienne de ce qu'il a dit aux Guinéens. C'est très important. Très important. Vous savez, on ne gouverne pas avec les slogans. C'est les actes. On ne gouverne pas avec les slogans. Sinon, mon très cher président, pour lequel j'ai été directrice de campagne et champion en slogan. Bien, on continue avec vous. J'espère qu'il se porte de mieux en mieux. Dans le leadership, on dit qu'on ne change pas le monde avec la parole, mais avec les actes. Avec les actes. Oui. Avec les actes. La suite avec vous, Mamadou Ouri Diallo. Bon, de bout en bout, je constate quand même que nous avons une certaine convergence de vues sur pratiquement tous ces sujets. Une petite question, je vous ramène à la question de la CRIEF, parce que s'il y a un sujet sur lequel le CNRD est assez déterminé aujourd'hui, c'est la question de corruption, de détournement, de tous ceux qui se sont illégalement et illicitement enrichis durant les régimes précédents. Et vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, les personnalités passent et repassent. Donc qu'est-ce que vous pensez déjà de la démarche, secondo, mais de la façon dont elle est menée? Les entretiens, certains sont déjà à la maison centrale. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cela? Entre-temps, vous avez ouvert le chapitre politique en parlant justement de la CPP, malheureusement, qui a été une idylle très rapide. Est-ce que cela est symptomatique à vos yeux d'un peu d'immaturité politique de la classe politique dans son entièreté? Bon. Les personnalités qui passent devant la CRIEF. La présomption... D'abord la démarche, la présomption d'innocence en matière de justice est fondamentale, est sacrée. Ouais. Je pense que pour la garantir, il faut que l'instruction soit secrète et que les interpellations soient discrètes. C'est les deux, secret et discrétion. Je pense qu'aujourd'hui, on fait les choses vraiment de façon théâtrale. Nous sommes un territoire qui est contrôlé. Les uns et les autres sont là, en Guinée. Et n'oublions pas qu'il s'agit de personnes qui ont assumé de très hautes responsabilités chez nous. Vous savez, quand vous défroquez votre chef, vous êtes défroqué vous-même. Donc, ils doivent rendre compte. Ouais. Ça, c'est clair. Ils doivent rendre compte. Parce que ce qui s'est passé dans notre pays, c'était un pillage à ciel ouvert. Le diagnostic est franc. On l'a tous vécu ici. Moi, j'aime souvent dire que... J'espère que Mohamed Kaba écoute. Évidemment. J'ai pu faire ma première maison que 10 ans de travail après. 10 ans. Ouais. Je vois des gens en Guinée qui font des immeubles en quelques mois.
On a vu ça. Donc le diagnostic est franc. Les comptes doivent être rendus. Mais, encore une fois, nous sommes des frères et des sœurs. Nous sommes des Guinéens. Ils doivent rendre compte, mais il faut discrétion et secret de l'instruction. Et puis, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de faire des dépôts à la maison centrale. Je ne pense pas. Parce que les gens sont là, on sait où ils sont. Il suffit d'avoir la garantie qu'ils restent sur le territoire. Le temps que se Ça nous amène à parler de mesdames. Mais Adja, s'il te plaît, Mohamed, s'il te plaît, Adja, sur le même volet, moi j'ai documenté l'échange de courriers entre le président de la Cour des comptes et l'ancien ministre de l'économie et des finances. Le président de la Cour des comptes demandait des pièces justificatives par rapport à l'exécution d'un budget d'affectation spéciale. Et le ministre de l'économie et des finances a répondu: je n'ai aucune documentation là-dessus. Est-ce que vous ne pensez pas parfois que la liberté de certains prévenus peuvent conduire à la destruction des preuves? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est que je suis en train d'achever une enquête que je propose d'ailleurs à la rédaction pour demain. C'est là où on sort l'or de la Guinée, on sort l'argent de la Guinée, mais au lieu de porter directement l'argent de la Guinée sur les comptes de la Banque centrale, donc comme avoir de la République de Guinée, on ramène l'argent jusqu'à Bamako, on le fait rentrer en Guinée, on investit dans le secteur minier, on rachète l'or et on sort encore. Et ça peut faire 6 mois, 7 mois sans que la Banque centrale n'entre en possession, donc sans que le compte ne soit crédité. Est-ce que vous pensez qu'en laissant ce type de personnalité en liberté, ça ne peut pas créer un peu de panique? Il y a des preuves. Hein? Oui. Il y a des preuves. Vous savez, l'or, si vous êtes dans le business, l'or est tracé de bout en bout. Il y a des preuves. Si il y a menace que les preuves disparaissent, là, on peut prendre des dispositions. Mais ce n'est pas toujours le cas. Je veux dire, la mise au dépôt systématique n'est pas normale. Bien. Oui, le cas de cette dame. Et je n'ai pas répondu à la question CPP. Tout à fait. La question elle note tout. Elle a tout noté. Donc, c'est l'enseignante. Hein? La question CPP. Vous savez, on ne peut pas avoir les mêmes opinions, mais nous pouvons viser le même objectif. Et la Guinée avait une chance, je pense, cette fois-ci, avec un pouvoir qui n'est pas candidat, vraiment de s'unir autour de l'essentiel. Je pense que c'est ce qui a facilité d'ailleurs la mise en place de CPP, collectif des partis politiques. Mais je ne perds pas espoir et je ne dis pas que c'est parce qu'il manque de maturité. Non, vous avez des grandes dames et des grands messieurs qui sont là. Moi, je leur demande simplement de laisser un peu d'ego de côté. Vous savez, votre ADN est fait de ça. Hein. Vous savez, les hommes voilà. Mais maintenant que on est là autour d'eux justement pour les aider à arrondir les angles. On va essayer d'avancer sur l'essentiel. C'est pour ça d'ailleurs que même s'ils se sont séparés à un moment donné, ils comptent se retrouver avec les différentes propositions et les agréger pour faire la proposition aux autorités de la place. Peut-être que le cours des événements les unit. Oui. C'est important. Non, unis. Notamment, par exemple, c'est Lucidia, entre autres. Oui. Allez-y, Mohamed Kaba. C'est une amitié de façade. Bien. Il faut le dire. Ouais. Alors, docteur, le cas de cette dame interpelle tous les Guinéens. Madame Fela Massaré, aujourd'hui, Fola Massaré en détention provisoire, pendant qu'elle est séparée de son bébé de 6 mois, docteur. J'espère que vous allez vous impliquer en tant qu'activiste des droits de l'homme, la société civile et président du parti politique. Je suis déjà impliqué. Très bien. L'autre chose, c'est un commentaire. On a appris beaucoup de choses lorsque vous étiez à la fonction publique. Mais après, moi, je me suis renseigné. Des proches m'ont affirmé que Dr Makale a rendu sa carte SIM, sa voiture de service et même les tickets de carburant. Oui. Est-ce que vous confirmez cela? Oui. Quand tout ça est fini, je crois que c'est le seul ministre qui a reçu ma carte SIM. D'ailleurs, après, quand mes collègues n'arrivaient pas à me joindre, ils se demandaient ce que j'avais fait de mon téléphone. Je leur ai dit, mais vous avez encore vos téléphones? J'ai dit, moi, le jour de la passation, j'avais tout mis dans une enveloppe. J'ai remis au ministre qui était là. Et puis, naturellement, je suis reparti dans ma voiture. Et j'ai dit au chauffeur de déposer la 4x4 que j'avais. Et d'ailleurs, dès qu'il a déposé, un militaire l'a pris. Et puis est parti avec. C'est exact. Et parlant du budget dit d'austérité, les recettes s'élèvent, elles sont estimées à plus de 26 000 milliards.
de francs guinéens et les dépenses à plus de 30 000 milliards de francs guinéens et un déficit budgétaire de plus de 4 000 milliards. Est-ce que, Dr Makali, ce budget est-il réaliste? Il l'appelle aussi budget sincère. Budget sincère, voilà. Bon. Budget 2022, bien sûr. 2022, oui. D'abord, il faut retenir qu'un budget est une prévision. Ouais. Il faut déjà retenir ça. Mais vous savez que moi, pendant la campagne, j'avais dit que notre budget était fictif et n'était pas ambitieux parce que vous n'aviez pas les mines dedans, vous n'avez pas les télécoms dedans, et que vous n'avez pas... C'est-à-dire, il y a tout un pan de richesse qui n'atterrissait pas dans le pot global du budget. Et les gens avaient crié au scandale parce que j'avais dit qu'aujourd'hui, on pouvait tripler le SMIC à 1 320 000 parce que 440 000 de SMIC, c'est une moquerie pour un Guinéen. Et 26 000 milliards, c'est peu pour investir. C'est peu pour investir. Et comme les autorités sont dans la démarche d'assainir les finances publiques, je pense que les Guinéens seront surpris au bout de constater ce qu'on aura gagné en récupérant tout ce qui était en déperdition. Il vient de citer l'or. La Guinée est immensément riche. Mais la richesse va dans les poches privées. Il suffit de voir certains transferts par les surfacturations, par les recyclages, les marchés de gré à gré. Bien. Et vraiment, s'il y a une chose à saluer, c'est vraiment l'assainissement des finances publiques en Guinée. Bien. Et pour qu'on s'en porte mieux, parce que dans ce pays, il n'est pas normal qu'une femme accouche encore à même le sol. Il n'est pas normal qu'il n'y ait pas de couveuse pour prendre nos petits-enfants en charge. Il n'est pas normal qu'il y ait autant de jeunes qui chôment, alors que vous savez, j'avais lancé à l'époque l'idée de fonction publique locale qui permettrait aux communautés à la base d'employer et l'État de payer. Bien, on va aller sur le CNT avec vous, Talib Ibar. Docteur, puisque vous avez l'avantage de prendre note, parce qu'il nous reste carrément 10 minutes. Une salve de questions. Le CNT, la tournée actuelle des conseillers, le choix de Docteur Dansa, la détermination de la durée de la transition par le CNT, confiée au CNT, et s'agissant du CNRD, Docteur, pourquoi, selon vous, persiste-t-il encore un flou sur sa composition? Et puis, l'autre question qui va s'ajouter, que pensez-vous de l'organisation prochaine des élections qui vont bien entendu sanctionner cette transition, leur organisation par un organe rattaché directement au MATD, au ministère de l'Administration du Territoire? Alors, peut-être on va enchaîner avec la question du cabinet sur le fichier électoral. Exactement. Et on parle là d'une possibilité du recensement général. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent qu'on ne devrait pas confondre les deux processus? Qu'on n'a pas besoin forcément ou nécessairement d'un recensement général de la population pour avoir un fichier. Et peut-être la dernière question sur la Constitution. Faut-il en écrire une nouvelle? Parce qu'on en profite pour poser toutes les questions. Et là, vous avez pratiquement 10 minutes. Un bout de question. En parlant d'assainissement des finances, de récupération. Mais il y a aussi le fait que on parle de 30 millions d'euros qu'on a pris à la présidence. Évidemment, des millions de dollars ont été pris sur des gens à la maison, 500 000 dollars par-ci, par-là. Est-ce qu'il faut demander à ceux qui sont en place de nous dire où est-ce qu'ils ont placé ces mannes récupérées? Bien dit. Alors, puisqu'on parle des questions... Il y a 7 questions. Il y a 7 questions. Il y en a déjà suffisamment. On a 8 minutes. Sur le CNT et sa tournée. Moi, je connais l'intérieur du pays. On n'a jamais suffisamment appris de l'intérieur, de la façon dont nos compatriotes vivent. Et je pense aussi que 10 jours, parce qu'ils partent pour 10 jours, c'est pas vraiment redondant pour ajouter à ce qu'ils savent déjà de l'intérieur. Il y en a qui n'ont jamais été à l'intérieur. Vraiment, ceci ne peut pas avoir une influence substantielle sur le processus de la transition s'il y a une volonté politique. Donc, vous adhérez à la démarche? Oui, tout à fait. Si le choix de Dansa. Je pense qu'il y a eu beaucoup de débats autour de ça. Je demanderais à Dansa de travailler
pour la Guinée, pour la nation, et de rassurer les Guinéens. Les Guinéens ont besoin d'être rassurés à travers les actes qu'il va poser. Bien. Donnons-lui vraiment ce bénéfice-là. Il est là, qu'il fasse le travail pour la Guinée et qu'il rassure ceux qui n'étaient pas rassurés par rapport à sa nomination. Le CNRD, sa composition... Non, le CNT devant déterminer la durée de la transition. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah non, ça, tu n'as pas posé cette question. Bien. Ça va être D'accord. Je pense que... Alors que la charte dit... Je pense que la durée de la transition interpelle tellement qu'il faut avancer là-dessus. Ça ne doit pas rester une espèce de fantôme s'il n'y a pas de calcul. Moi, j'ai dit ouvertement que 2 ans, c'est largement suffisant. Largement suffisant. Si on peut faire moins, c'est encore mieux. Mais je dis encore une fois que quand on a la volonté d'avancer, on peut avancer bien et vite. Et ça me fait rebondir sur la composition du CNRD. La composition du CNRD. Les Guinéens le réclament. Il faut que le CNRD l'entende. C'est important. Aujourd'hui, je crois qu'il y a 4 personnes qu'on voit, mais il est important qu'on ne continue pas à dire que c'est toutes les forces de défense et de sécurité qui constituent le CNRD. Vous dites ça même à votre enfant, il ne vous croit pas. Ouais. Donc, on nous dise vraiment qui constitue le CNRD. Ça va permettre de rassurer les Guinéens par rapport au colonel et à son équipe. Bien. L'organe d'élection. Rattaché au MATD. Bon, il y a là aussi un problème juridique. La CENI a été créée, et il faut respecter le parallélisme des formes. Vous ne pouvez pas faire un décret d'un côté et dire que ce décret est rapporté par un arrêté. Vous ne pouvez pas adopter une loi organique et prendre un communiqué pour le changer. Non! Sinon, on est dans une république bananière. Ouais. Et sur la question, c'est important de débattre. Ceux qui vont aux élections, qui sont concernés, ont leur mot à dire, les partis politiques. Mais dans les mémorandums, ce sujet est abordé et il y a des équipes qui travaillent dessus. C'est comme le fichier et c'est comme la constitution. Il y a des équipes qui travaillent dessus où? Chez vous? Chez nous. D'accord. Chez nous. Au CPP. Au CPP, mais aussi aux autres, au niveau des autres plateformes. Ouais. Et après, on va mettre tout ensemble et faire une proposition. Mais qu'est-ce qu'on passe de ces questions au sein du pacte? Non, le pacte, quand même, c'est un laboratoire, c'est un labo. Tout à fait, Oui. mais nous faisons partie d'une équipe. Le pacte ne fonctionne plus tout à fait seul. Ouais. Je suis au CPP, même si je suis vice-présidente. C'est très important que je maintienne à ce que ce qui est décidé. Pour ce qui est de la Constitution, je crois qu'on n'invente pas la roue. Nous avons des constitutions. Moi, j'ai travaillé au groupe national de contact avec le professeur Silla, qui est en la matière une sommité. Ouais. Travailler avec lui, un grand monsieur. Je dirais même, vous voyez, il y a des gens qui méritent d'être décorés dans ce pays. La vertu d'une république, c'est de reconnaître ses fils et filles qui posent des grands actes pour le pays. Tout à l'heure, on parlait de Jeannot. Jeannot est une icône. Ouais. Il faut qu'on apprenne à célébrer nos fils et nos filles de leur vivant. Ouais, pas quand ils sont morts. Donc, on a déjà des constitutions. Franchement, nous pouvons prendre ça et en quelques semaines rétablir la constitution de 2010. Moi, je l'avais promis pendant la campagne. Si j'avais été élu, moi, je l'aurais rétabli. La constitution de 2010. Oui, parce que... Donc, elle peut servir de base aujourd'hui. Elle peut servir de base pour aller vite. Pour aller vite, hein. Si on n'a pas d'autres calculs, je vous dis, maximum 2 ans, on a bouclé ça. Très bien. Docteur, il nous reste 2 minutes. Le fichier électoral... Non, elle s'est exprimée là-dessus déjà. Non, le fichier électoral déduit du recensement général. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, elle a dit que ce sont des questions... C'est les deux questions qui restent. Ouais. Donc, il y a le recensement général. Je pense qu'on peut faire le recensement général et soustraire. Vous savez, ça peut se faire en 1 an. Et moi, déjà, je sais que les Nations Unies, le FNUAP, était prêt à accompagner la Guinée
pour un recensement général parce que ça coûte extrêmement cher. Et il y va de la sécurité d'un pays. Ça peut se faire en 1 an, peut-être un peu plus, et puis extraire ce dont on a besoin. Le fichier électoral. Ça permet aussi l'automatisation de la mise à jour du fichier électoral. Voilà. Et puis je finis par les finances, les 30 millions par-ci de dollars, nous faire. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que le colonel fasse une conférence de presse pour rendre compte de ce qui est fait jusqu'à maintenant. Depuis 6 mois. Nous l'aimons beaucoup. Nous l'aimons pour ce qu'il fait. S'il ne fait rien, il va créer un désamour entre nous. Et puisque, malgré tout ce qu'on a pour lui comme amour, nous aimons ce pays plus que lui. Oui, nous aimons ce pays plus que lui. Et je pense que lui-même aime ce pays plus que sa personne. Les Guinéens ont besoin d'avoir une boussole sur la conduite de la transition. Qu'il soit courageux et que ils nous disent ce qu'il en est. Vous savez, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est comme un livre qu'on écrit. Il faut qu'il se prépare à sortir par la grande porte. Voilà, on va s'arrêter là-dessus. Voilà qui est bien dit. Quelle homélie. Franchement, j'espère. On a été bluffés dans ce studio, honnêtement. Et franchement, grand merci à Docteur. Merci pour cette belle prestation et cette grande interview qui est une première accordée à Film FM à travers Mirador. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ça en est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous les 6. Merci à nos équipes en régie, à la transmission. Derrière nous, l'équipe de Ousmane Tolo pour le débat en langue soussou. Et puis, on se retrouve nous demain quand il sera 8h sur Film FM. Au revoir.